Orwell, c'est un peu comme Karl Marx, dans le sens où c'est un auteur que tout le monde cite, à tort et à travers, mais assez peu de gens l'ont lu et assez peu de gens l'ont compris. Et puis là, je veux pas me tirer un rang en faisant ça. Là. J'ai pas la prétention d'avoir compris nécessairement des affaires que d'autres personnes n'ont pas compris. Mais bref, c'est des auteurs qui sont marquants dans l'histoire des idées puis dans l'histoire de finalement du 20e siècle, puis ce qui a formé ce qu'on est maintenant aujourd'hui. Orwell, c'est un écrivain que, en réalité, on s'imagine que tout le monde s'est fait dire de lire ça dans sa vie, mais combien l'ont fait? Hein? C'est un peu comme quand j'étais à l'université, tout le monde me scellait les oreilles avec Karl Marx. En réalité, je pense que dans tous ceux qui me suggéraient de le lire, je suis probablement le seul qui a déjà lu quelque chose de lui. Bref, ça peut-être qu'un jour, on aura l'occasion d'en reparler, qu'est-ce qui se cache là-dedans, notamment dans le manifeste du Parti communiste. Ça pourrait être intéressant d'en reparler à un moment donné, dans d'autres circonstances, lorsque l'occasion s'y prêtera. Donc, ça me fait plaisir de répondre à une demande, de donner mon opinion sur ce livre-là, puis en même temps, ça va me permettre de parler de plusieurs thèmes qu'on a déjà abordés puis qui sont relativement intéressants. Donc, Orwell, pour ceux qui ne le connaissent pas, je le présente brièvement, là, c'est un écrivain britannique né en 1903, mort en 1950. Ce qui est intéressant avec lui, c'est que c'est un penseur qui est strictement impossible à catégoriser. Donc, vous pouvez pas dire, ah, OK, Orwell, c'était un communiste, Orwell, c'était un libertarien, Orwell, c'était un gauchiste, Orwell, c'était un réactionnaire. Non, Orwell, il est très compliqué à cerner. C'est ce qui le rend intéressant, puis c'est ce qui rend aussi les débats alentour de lui très complexe, très polarisé, parce que vous savez que George Orwell c'est ce qui est très drôle, c'est que George Orwell est une idole de la gauche européenne et en même temps est une référence pour les mouvements de droite nord-américains. C'est-à-dire qu'il y a eu une réception différente dans différents milieux. Dans le fond, c'est qu'en Amérique du Nord, il y a eu une interprétation d'Orwell qui est beaucoup axé sur la critique du socialisme et du communisme, alors qu'en Europe, ils ont eu une interprétation totalement haute de ça, et c'est pour ça que Orwell, là, vous pouvez voir une citation de lui dans un texte vous pourriez avoir un texte vous pourriez avoir un petit texte d'Adrien Bouliot où il y a une citation de George Orwell, puis ça pourrait aussi être dans un texte écrit par Solzhenitsyn. C'est ça que je veux dire. C'est que c'est un penseur qui est transcourant et qui est aussi très mal compris et très mal lu, à mon avis. Donc, je vous donne quelques exemples de ça. Pourquoi je dis qu'il est difficile à cerner, c'est qu'il y a un aspect, évidemment, qui semble, a priori, se rapprocher plus des courants de pensée de la gauche, parce que c'est un gars qui a lutté contre... en fait, il s'est opposé de manière virulente à l'impérialisme britannique, donc il a dénoncé... notamment, par exemple, l'Angleterre, à un moment donné, voulait faire de la colonisation en Birmanie. Donc, à l'époque, le système britannique colonial était vu comme quelque chose appartenant plus au courant idéologique qui se rapproche plus vers la droite que vers la gauche, disons. Donc, ça a été un anti-impérialiste, ça a été un militant pour la justice sociale, donc les conditions des ouvriers, tout ça, ça a été aussi... il s'est lui-même décrit à un moment donné comme un socialiste libertaire. Mais c'est ce qui rend la chose intéressante, c'est que à un moment donné, puis ça j'en ai déjà parlé, puis vous ferez votre propre idée là-dessus. Moi, mon avis, c'est que si vous prenez... enlevons la gauche gouvernementale, là. Enlevons le côté gauchiste, mais qui passe par les institutions, là. Donc le côté très stalinien, le côté totalitaire. Il existe une gauche qu'on appelle libertaire, donc la gauche, entre guillemets, anarchiste, qui, elle, a toujours eu comme slogan « Ni Dieu ni maître, abat l'État », ce genre de choses-là. Et puis si tu les fais parler avec ce qu'on appelle des libertariens, donc des anarchistes de droite, si on peut dire, ils ont énormément de points en commun, donc beaucoup plus qu'eux-mêmes veulent se l'avouer. Et c'est ce qui fait qu'un gars comme Orwell intéresse autant un groupe qu'un autre, c'est qu'il ramène ensemble des gens qui, a priori, seraient censés d'être complètement opposés sur le plan des idées. Donc, si je continue, Orwell s'est opposé à la guerre d'Espagne. Il a même pris part à la guerre d'Espagne. Donc, la guerre d'Espagne, pour la petite histoire, vous irez lire un petit peu là-dessus, c'est très intéressant, mais bon, c'est l'espèce de guerre civile espagnole entre les communistes et les franquistes, donc les fascistes finalement espagnols qui finissent par prendre le pouvoir. Donc Franco est là jusqu'aux années, si je me trompe pas, 70. Mais bref, dans sa jeunesse, Orwell est lui, c'est un peu spécial parce qu'il est ni communiste, il est ni franquiste, donc il est un genre d'opposant à la guerre civile, mais qui s'implique quand même là-dedans. Donc,
c'est un gars assez spécial. Il va aussi s'opposer violemment à toutes les formes de totalitarisme, donc il va être en même temps un anti-nazi, évidemment, donc il va s'opposer au régime hitlérien. N'oubliez pas qu'il meurt en 1950, donc tous les totalitaristes du 20e siècle, lui, il les a vus en acte, là. Mais il va aussi s'opposer violemment à l'Union soviétique, donc c'est un anti-communiste aussi, en réalité. Et d'autres observateurs vont même parfois qualifier Orwell d'anarchiste conservateur, donc c'est ce que je vous disais un petit peu avant. Donc, c'est un gars qui, à mon avis, ça n'existait pas à son époque, mais pourrait se retrouver des accointances avec ce qu'on appelle aujourd'hui les libertariens. Donc, l'auteur étant présenté, sommairement, là, George Orwell a écrit beaucoup de choses, mais il a écrit 2 livres. Okay, il a écrit 1984, dont je vais parler. Puis il a écrit aussi le livre La ferme des animaux. Deux bouquins que j'ai lus quand j'étais au cégep. C'est drôle là, parce que je vous parle de 1984 parce que c'est une suggestion que j'ai eue, c'est une demande que j'ai eue. Mais en réalité, si j'avais à vous renvoyer à un livre, vous me direz c'est pas très stratégique de ma part, là, mais si j'avais à vous renvoyer à un livre de Orwell, si vous en avez un seul à lire, c'est La ferme des animaux. Moins compliqué, moins théorique que celle de 1984, mais en réalité, c'est le même. La ferme des animaux est un roman allégorique qui vous dit tout ce que vous avez à savoir sur ce que pensait Orwell de la société, mais de manière imagée, de manière... en réalité, je vous le résume très rapidement, c'est l'histoire de des animaux qui sont dans une ferme et qui préparent une révolution contre le système établi. Donc, il y a des dialogues entre les animaux, mais tout ça est une métaphore pour parler des systèmes totalitaires. Donc, c'est beaucoup plus léger à lire, beaucoup plus simple, beaucoup moins théorique et beaucoup mieux écrit, à mon avis, parce que 1984, ça a un défaut. C'est pour ça que je voulais en parler parce que le contenu de ce livre-là est très intéressant, mais la manière dont c'est écrit rend la chose assez inaccessible. Donc même des gens que je connais qui aiment la lecture ont eu de la misère à lire 1984 parce que c'est écrit dans un français un peu, si vous lisez la traduction, là, c'est écrit dans un français un peu étrange. C'est très lourd, c'est très... on voit que pour lui, le choix du roman, c'est pas un naturel, c'était plutôt qu'il trouvait ça plus intéressant de le faire passer comme ça, mais en réalité, ça devrait être un essai, ce livre-là. Ça devrait pas être un roman à proprement parler. Donc, c'est dans ce roman-là qu'il va créer... Orwell, c'est l'inventeur de plein de concepts qu'on utilise aujourd'hui, mais en fait, on sait pas que c'est lui. Donc, le concept de Big Brother, c'est Orwell. Donc, aujourd'hui, c'est dans le langage courant. Là. Ah oui, Big Brother, l'oncle Sam, tout ça. Ben, c'est Orwell qui a inventé ça. Donc, c'est dans le livre 1984, qui est publié d'ailleurs en 1949. Donc, s'il y en a qui nous écoutent, qui vont au cégep, c'est une question d'examen stupide, là, genre en quelle année était publié 1984 de George Orwell. Répondez pas, s'il vous plaît, 1984. Donc, le gars est mort en 1950. Là. Je vais juste rappeler les dates. C'est important de situer dans le temps les livres pour bien comprendre. Donc, 1984 est publié en 1949. Déjà, on voit que c'est déjà un peu compliqué. Mais c'est considéré vraiment comme une référence dans le milieu des romans d'anticipation. Pourquoi d'anticipation? C'est que George Orwell, il publie ça en 49, mais son objectif, c'est de décrire la société telle qu'il l'imagine qu'elle sera dans les années 80-90. Donc, c'est pour ça qu'il appelle ça 1984. Donc, c'est un roman d'anticipation. D'autres vont dire que c'est une dystopie, dépendamment du point de vue qu'on a. Donc, c'est quoi une dystopie? Une utopie, vous savez ce que c'est? C'est une version imaginée de l'avenir où il y a un futur radieux, dans le fond, où ça va mieux qu'aujourd'hui. Mais une dystopie, c'est une vision de l'avenir où ça va mal. C'est facile à comprendre, mais c'est un mot que je comprends qu'on n'entend pas énormément souvent. Donc, c'est une forme de... C'est un roman qui mélange à la fois le côté philosophique, le côté science-fiction, le côté anticipation. Donc, c'est devenu une référence pour les romans qui mettent en lumière le régime policier et totalitaire qui avait lieu à l'époque où Orwell écrivait ses lignes et comme il imaginait que ça allait se poursuivre dans l'avenir. Parce qu'oubliez pas que, étant décédé en 1950, Orwell n'a jamais vu l'effondrement de l'Union soviétique. Il n'a jamais vu l'effondrement de l'Espagne franquiste. Il s'imagine, lui, que la réalité, dans le fond, va être une version augmentée et détraquée de celle qui existe actuellement. Apparemment, j'ai trouvé ça sur Internet que le magazine Times a classé 1984 dans sa liste des 100 meilleurs romans. Donc, j'imagine que le gars qui a écrit ça n'avait lu que 100 romans dans sa vie, probablement. Parce que je vous le dis, là, c'est un livre très intéressant, mais très
discutable, mettons, on va dire, au niveau de sa forme. À la limite, je vous suggérerais plus le livre de Aldous Huxley, qui est Le meilleur des mondes, qui a un contenu assez similaire à celui d'Orwell, mais qui est beaucoup mieux écrit, beaucoup plus facile à lire. Mais ceux qui veulent s'y essayer, je ne veux surtout pas vous dire de ne pas le faire. Là. Allez-y, allez voir, commencer, puis vous ferez vous-même votre petite idée. Mais mon but, c'est de vous en parler pour que vous puissiez avoir un avis là-dessus sans nécessairement vous être tapé le livre au complet. Donc, qu'est-ce qu'il fait là-dedans? Si je vous le résume quand même assez de manière la plus synthétique possible, Orwell, il essaie de décrire la Grande-Bretagne. Donc, l'histoire se passe en Grande-Bretagne, 30 ans après une espèce de guerre nucléaire qui, selon lui, aura eu lieu dans les années 50. Donc, suite à cette guerre nucléaire-là, il y a un genre de système totalitaire qui est un mix entre le communisme, le nazisme et tout ce qu'il y a de plus détestable dans l'histoire du 20e siècle. Donc, l'Angleterre, la Grande-Bretagne vit sous le joug de ce système-là. Donc, dans cet univers-là, il n'y a pas de liberté d'expression. Les pensées sont surveillées, donc il existe une espèce de police de la pensée, même c'est comme ça que ça s'appelle. Il y a des affiches qui sont placardées dans des rues qui disent « Big Brother vous surveille ». Donc, c'est de là que vient l'expression. Et dans cet univers-là, le monde est comme redécoupé, si vous voulez. Donc, il y a des grands blocs. Le monde est séparé comme en blocs. Donc, il y a un bloc qui regroupe tel et tel pays, un autre tel et tel pays. Et ça représente les grandes puissances qui représentent chacune une certaine idéologie différente et représentent chacune une partie du monde et une partie de cette espèce de trio qui se fait la guerre pour savoir à qui va appartenir ce qu'il appelle dans le livre le quart-monde. Donc, c'est une référence à l'expression tiers-monde, mais ça représente le quart du territoire mondial et qui n'appartient encore à personne. Donc, il y a une guerre pour savoir à qui ça appartient. Donc, grosso modo, là, si vous vous le figurez, imaginez que vous êtes dans un monde imaginaire où il y a 3 blocs qui se font la guerre entre eux autres, et puis il y a une partie de l'Afrique du Nord ainsi que le monde arabe et l'Indonésie qui appartiennent à personne, et puis les gens se font la guerre pour savoir à qui ce monde-là appartient. Donc en gros, c'est ça la trame de fond de 1984. Et le personnage principal qui s'appelle Monsieur Smith, donc Winston Smith, un nom très anglais, sûrement pas choisi au hasard. Donc, lui, il a 39 ans. C'est un gars qui habite à Londres. C'est un employé du parti extérieur. Donc, ça, c'est quoi? C'est que dans cette nouvelle société-là totalitaire, il y a des systèmes de castes. Hein? Donc, il y a des... c'est un genre de caste moyenne. Dans le fond, c'était comme il fait partie de la classe moyenne, mais maintenant, c'est des castes officielles et puis vous appartenez à ça de manière légale, si je peux dire. C'est pas juste en fonction de vos revenus. Donc, lui, qu'est-ce qu'il fait? Vous allez rire. Vous allez comprendre un peu pourquoi on parle de Orwell comme quelqu'un qui a vu, qui a anticipé beaucoup dans l'avenir. Donc, lui, son travail, ça consiste à quoi? Ça consiste à tripoter des archives historiques pour faire correspondre le passé avec la version officielle du parti. Donc, le parti politique qui est là, qui représente les gens de la caste intermédiaire, ont des intérêts. Et eux disent, bon, ben là, les conneries qu'on raconte, il faudrait que le passé, donc les événements qui ont eu lieu avant, correspondent à ce qu'on veut. Donc, Winston Smith, lui, son rôle, c'est de tripoter les archives, effacer du monde sur des photos, puis arranger le passé pour que ça corresponde à notre vision de l'avenir. Mais ça, c'est pas une lubie de George Orwell. Ça a existé pour de vrai. Là. En Union soviétique, avant que Lénine meure et que Staline prenne le pouvoir, il y a un autre personnage qui s'appelle Trotsky, et il y a d'autres personnages qui vont être épurés par la police stalinienne qui vont chasser ces gens-là, et puis Trotsky va se réfugier au Mexique et va finalement se faire tuer en coup de pic à glace, mais bon, ça c'est une autre histoire, peut-être que je vous raconterai un jour. Et les historiens russes, ou en tout cas les gens qui faisaient les manuels, les photos officielles, tout ça, ont effacé des photos et des manuels, certains personnages clés de la révolution russe qui ont complètement été effacés. Trotsky en est un exemple. C'est par après qu'on redécouvre l'existence de ces gens-là. Donc, Winston, en réalité, travaille pour le parti, mais vous allez rire. On dit aussi que Orwell, c'est l'inventeur de ce qu'on appelle la novlangue, là, donc le nouveau langage des systèmes totalitaires. C'est une expression aussi que vous avez sûrement déjà entendue, la novlangue. Donc, lui, il travaille au ministère de la vérité. c'est très drôle. Là. Il travaille au ministère de la Vérité et il tripote les archives
pour faire correspondre le passé aux lubies du parti. Donc, le problème, pourquoi le roman commence comme ça, puis qu'est-ce qui se passe, c'est que le personnage principal, il a comme de la misère avec sa condition. Il est comme, ouais, mais là, tu sais, il y a une espèce de système érigé où les gens là-bas font de ce qu'eux autres appellent dans le roman de l'amnésie sélective. Donc, ils adhèrent aux mensonges du parti. Et puis, même si telle personne a existé, qui a été tuée puis qui est disparue, ben les gens finissent par croire que non, dans le fond, il n'a jamais existé. Puis c'est un mythe qui a été répandu. Puis, dans le fond, cette idée-là, avant, les gens pensaient ça, mais c'est correct, ça a été enlevé. Puis, on s'en rappelle même plus. Donc, finalement, il prend comme conscience tranquillement qu'il y a de quoi qui ne fonctionne pas dans le système. Mais là, qu'est-ce qui se passe? C'est que Winston, il a peur d'être traqué par la police de la pensée. Donc, la police de la pensée, j'en ai dit un mot précédemment, c'est vraiment une genre d'organisation qui existe dans le livre ou dans cet univers-là qui traque les gens qui ne pensent pas de manière, comment je peux dire, en phase avec la société. Donc, je ne sais pas si ça vous rappelle quelque chose, mais ça nous fait penser à des affaires qui existent dans notre réalité, là. Genre poursuivre quelqu'un en cours pour une opinion ou pour une blague. Je n'entrerai pas dans les détails, vous ferez votre propre idée, mais la police de la pensée, c'est une expression qui est inventée par Orwell, mais ça existe encore, là. Faites le tour de ce que je vous ai parlé jusqu'à présent, Big Brother, la novlangue. Revisiter le passé, la police de la pensée. C'est toutes des choses qui nous résonnent à l'intérieur de la tête. Dis, ouais, il me semble que ça me rappelle des affaires. Ben oui, c'est normal, c'est que c'est Orwell. Orwell essayait de voir dans l'avenir. Il s'est trompé sur beaucoup de choses parce que veut pas, il est mort en 1950. Là, il ne pouvait pas anticiper tout ce qui allait arriver, mais c'est quelqu'un qui a vu, je pense, une possibilité dans l'univers des possibles par rapport à notre avenir, et puis il a vu des choses qui sont pas totalement fausses là-dedans. Donc, Winston Smith, le personnage, il sert un peu de prétexte dans le roman pour exposer ce genre de société totalitaire-là qui entoure les gens qui vivent et puis qui complètement asphyxie la vie sociale. Et évidemment, comme dans tout roman, bon, il y a une petite histoire d'amour là-dedans. Mais oui, ça met en bouche là, un peu l'histoire. Comment je pourrais dire ça? Ça rend un côté un peu plus mystérieux, un peu plus attrayant. Donc, Winston, le personnage principal, rencontre Julia, hein, un beau nom. Une jeune femme, elle, est au commissariat des romans. Donc, c'est quoi ça, le commissariat des romans? C'est une genre de patente qui dit, OK, ça a le droit de sortir, ça n'a pas le droit de sortir. C'est comme un peu un genre d'index. Alors, vous savez qu'aujourd'hui, ça existe encore des livres qui sont censurés. Je sais pas si je vous révèle quelque chose, là, mais il y a des livres qui sont censurés. Le gars, il veut sortir un livre, il fait lire ça par un comité, il y a 30 avocats autour de la table, et puis on lui dit ce qu'il a le droit de mettre ou pas, puis le livre est censuré. Là. C'est éviter des poursuites, c'est éviter des problèmes. Mais là, intervient un personnage intéressant dans l'histoire du livre qui s'appelle Goldstein. Donc, M. Goldstein, lui, c'est qui? C'est un espèce de résistant, de rebelle, d'opposant au régime, et lui, il écrit un livre. Et ce livre-là tombe dans les mains de M. Smith, qui est notre personnage principal, et le livre de Goldstein explique quoi? Le livre, il démystifie exactement comment fonctionne le système. Et il explique comment la caste moyenne, donc les gens du parti extérieur, devraient renverser ce que dans le livre il appelle le parti intérieur, qui est la classe des dirigeantes. Donc, c'est un espèce de manuel sur comment faire la révolution, comment changer de système. Donc, qu'est-ce qu'il met en lumière là-dedans? Il met en lumière l'idée que, bon, quand tu es un résistant dans un système totalitaire, finalement, c'est très risqué et tu peux en mourir, finalement. Il essaie de mettre en lumière et de décrire tout le système de persécution sociale qui existe dans un régime de totalitaire. Donc, ce qui devait arriver arriva. Winston finit par être arrêté comme un ennemi du régime. Il va être torturé, il va être humilié pendant des jours, voire peut-être des semaines ou des mois. Et il va être envoyé ensuite où? Il va être envoyé en rééducation. Donc, comme tout bon régime totalitaire, on rit de ça là, quand on voit les images, mettons, du père du gars de la Corée du Nord qui meurt, il y a des funérailles publiques et les gens pleurent. C'est arrivé aussi à Fidel Castro. Et puis, on trouve ça surréel. Là. Il y a du monde qui sont payés pour pleurer, mais ça, en réalité, c'est des lavages de cerveau.
Donc, c'est ce qu'eux autres appellent de la rééducation. Pensez à ceux qui ont vu le film Orange Mécanique, ben c'est un peu ça, là. C'est un genre de conditionnement par la manipulation mentale. Donc, il va tellement être rééduqué, laver le cerveau, qu'il va trahir sa propre blonde, hein, donc Julia, avec qui il y a une histoire d'amour dans une partie du livre. Et ce que Orwell met en scène là-dedans, c'est que le but du parti, comme de tout régime totalitaire, c'est d'épurer les pensées qui sont gênantes, hein, pour le régime. C'est d'essayer d'éliminer, parce qu'il met beaucoup en lumière dans ce livre-là ce qu'il appelle la nature humaine, donc les capacités naturelles de l'homme à remettre en question les choses qu'on lui dit, à travailler pour essayer de trouver la vérité, à être curieux, à être intellectuellement éveillé. Donc, ces capacités-là qui sont naturelles à l'homme, mais qu'on doit éveiller. Et puis, si on les enterre, ben, ça devient quelque chose qui disparaît finalement et dont le livre met bien en lumière cette histoire-là. Et on apprend en réalité à la suite du livre, là, c'est sorti depuis 1949, fait que je pense que j'ai pas besoin de faire de spoiler, là, mais on apprend en réalité que le livre de Goldstein, donc le révolutionnaire qui est censé apprendre à Winston comment faire la révolution, renverser le système, en réalité, ce livre-là, c'est un faux livre qui a été écrit par le régime lui-même dans le but de débusquer les révolutionnaires qui tenteraient de d'émettre ou de renverser le régime. Donc, Emmanuel Goldstein, le personnage dans cette histoire-là, l'espèce de révolutionnaire qui écrit un livre qui est supposé amener Winston et sa femme finalement au bord de la révolution, c'est une figure allégorique aussi là-dedans. Lui, il représente quoi? Il représente, si vous voulez, la propagande. Il représente surtout l'idée que dans un système, il y a beaucoup plus d'unité politique qu'on peut le croire dans un système dictatorial et totalitaire, et même dans un système démocratique. C'est que même les opposants du régime, en réalité, sont souvent des créations du régime. Donc, c'est un peu ça le propos du livre. Donc, c'est en réalité, 1984, c'est quoi? C'est une espèce de parabole, c'est une espèce d'illustration du despotisme moderne, hein, qui peut être en même temps dans un régime totalitaire, mais qui peut être aussi dans un régime finalement démocratique aussi. Là. Ça peut être un genre de despot light. Donc, c'est un genre de conte philosophique qui, on le voit, là, c'est très clairement inspiré du système soviétique. Donc, c'est pour ça que je vous dis, Orwell est difficile à catégoriser parce que vous pouvez pas en faire. Oui, dans sa vie personnelle, il a tenu des positions qui pourraient nous le faire classer à gauche, mais en même temps, c'est tellement un virulent... c'est un des plus virulents anti-soviétiques qui a jamais existé au niveau de sa plume et au niveau de ses idées. Donc, c'est quelqu'un qui est à prendre avec des nuances et qui est à lire avec, comment je pourrais dire ça, à lire sans préjugés, à lire de manière détachée.